tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci une fois encore d'être des nôtres. Il y a 4 ans, une fin du mois d'octobre éprouvante pour tout un peuple. Oui, nous étions le 28 octobre 2016, juste 6 mois de la gouvernance Talon. Le peuple béninois venait d'être alerté de la saisine au port autonome de Cotonou de 18 kg de cocaïne dans un conteneur en provenance du Brésil et à destination des entreprises de Sébastien Adjavon. Interpellé, le faisait de roi, allié de Patrice Talon pour le second tour de la présidentielle de 2016, parle d'un complot politique. Après 8 jours de garde à vue, il sera finalement relâché pour insuffisance de preuves et au bénéfice du doute. Mais de 2016 à ce jour, mesdames, messieurs, pas une seule année sans qu'un nouveau développement du dit dossier ne voit le jour. À quelques mois de la fin du quinquennat en cours, le dossier en passe d'être définitivement vidé. En tout cas, la préoccupation au menu de votre émission du jour et au regard des développements que feront nos invités, on pourra peut-être tirer la conclusion qui s'impose. Et tellement débat à faire. 18 kg de cocaïne, 4 ans après, que retenir? Le sujet avec Maître Georges Banabé Bago, ancien doyen de la FADEPS. Il est avocat au barreau du Bénin et nous aurons besoin de son regard technique pour mieux élucider les grandes décisions autour de cette affaire. Maître Georges Banabé Bago, bonjour. Bonjour, monsieur Yetonji, et merci encore de cette invitation. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous savoir disponible pour nous aider à aller au-delà de ce que le citoyen lambda arrive à cerner. Une fois encore donc, merci pour la disponibilité. En face de vous, un politique pour nous aider à appréhender des données politiques. Il paraît que le politique et le juridique s'entremêlent dans ce dossier. Oui, en notre compagnie sur ce plateau, M. Giraldo Gomez. Il est le secrétaire général adjoint et chargé des questions stratégiques du parti USL, l'Union sociale libérale. Giraldo Gomez, bonjour. Bonjour, Joël Leguetongui, merci pour l'invitation également. En tout cas, c'est un plaisir d'abord de vous savoir vraiment disponible pour être en notre compagnie sur ce plateau. Giraldo Gomez, USL, quand on en parle, toujours d'actualité. Bien évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. Un parti politique naît de la volonté des citoyens de se constituer un parti politique. Le reste, c'est de la formalisation administrative. Ça prend le temps que les hommes qui occupent des fonctions veulent bien donner, accorder, suivant le degré de morale que chacun y met. Mais le principe de départ, c'est la volonté des citoyens de se constituer un parti politique qui fonde un parti politique. L'USL existe, continue d'exister, continue de fonctionner avec sa base. On l'a dit pourtant, décapité, qu'en dehors de vous, il n'y a plus personne. Vous dites le contraire. En dehors de moi, Giraldo Gomez, il n'y a plus personne. C'est trop d'honneur qui m'est fait. Il y a beaucoup plus de militants. Nous ne sommes que des responsables. Et encore là, on en a suffisamment parlé. L'organisation de l'USL a fait un bureau politique national très restreint parce que nous avons descendu les responsabilités à la base même. Les vrais responsables de notre parti sont à la base. C'est pour ça qu'au bout de 4 ans de martyrs, on va dire, c'est peut-être parce que nous souffrons beaucoup que certains pensent que nous n'existons plus. Au bout de 4 ans de martyrs, disons 3 ans, puisque c'est en 2018 que nous avons été constitués officiellement, ce parti existe parce que la base tient encore, les responsables à la base tiennent encore. En tout cas, bienvenue pour ce numéro de 100% Bénin Affaires. 18 kg de cocaïne de 2016 à ce jour. Que de rebondissements, mesdames, messieurs. Vous l'avez suivi. Et oui, à l'heure du devoir de mémoire, 4 ans au chrono, qu'est-ce que peut-on dire? L'on peut retenir. Nous allons d'abord, chez téléspectateurs, nous retourner vers l'homme de droit. Oui, à l'heure du bilan, qu'est-ce que l'homme de droit voudrait bien partager avec les téléspectateurs sur cette affaire? Non, l'homme de droit, disons, encourage l'USL de continuer le travail, la lutte, parce que on sent toujours, n'est-ce pas, on regrette cette absence parfois de l'union sociale et libérale, c'est bien ça. Et cette libéralité, n'est-ce pas, auquel le peuple béninois a été déjà habitué pendant longtemps. Et on sent cette absence, n'est-ce pas, et nous encourageons l'USL, n'est-ce pas, de continuer le combat. Et je crois qu'un jour, ce combat, n'est-ce pas, trouvera
disons, une porte assez ouverte. Alors, en ce qui concerne le droit, oui, c'est vrai que le président de l'USL, Sébastien Diavon, le président Sébastien Diavon, a eu à impacter, je crois, le droit béninois. Impacté dans un sens où il ne s'est pas croisé les bras lorsque les choses ont commencé. D'abord, en 2016, il y a eu une première condamnation, je peux dire, enfin condamnation, non, disons que il avait été lavé, n'est-ce pas, au bénéfice du doute, encore que devant la Cour africaine des droits de l'homme Sébastien Diavon s'est dit que même là, son honneur, n'est-ce pas, doit être lavé. Il n'y avait pas de doute possible, en tout cas, dans ce qui s'est passé. Alors, évidemment, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, justement, a reconnu. Il a dit que l'État béninois, n'est-ce pas, a violé le principe, d'abord un premier principe, non bis in idem. On ne peut pas juger deux fois la même personne. Alors donc, que ce soit en 2016 et plus tard, en 2018, et là encore, la Cour africaine a condamné justement ce qui s'est passé à la Criette et a dit que l'État défendeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler l'arrêt du 18 octobre 2018 rendu par la Criette. Alors, jusque-là, rien. Cet arrêt n'a pas été annulé. Monsieur Diavon, il est toujours en exil, alors que notre Constitution interdit, n'est-ce pas, que les citoyens béninois, n'est-ce pas, aillent en exil. Évidemment, la France l'a reconnu comme un exilé et lui a donné quand même les droits des réfugiés politiques. Et donc, tout cela, n'est-ce pas, quelque part, fera évoluer le droit béninois, qu'on le veuille ou non. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est une juridiction supérieure qui a décidé, qui a dit que notre État a violé beaucoup de principes. Et l'un des principes les plus importants, qui continue toujours par créer problème, qui ne concerne pas seulement le président Diavon Sébastien, c'est l'indépendance de la justice. Et l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, encore une fois une juridiction qui est supranationale, qui est au-dessus de notre État. Et lorsque, encore une fois, nous parlons d'état de droit, nous devons absolument aller vers le respect des décisions de cette Cour suprême, de cette Cour supérieure, n'est-ce pas, à notre État. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dit que le Bénin a violé l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme. Cet article-là qui parle de l'indépendance de la justice. Et là, c'est clair. Et je crois que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire que cet article, n'est-ce pas, tout comme le fait d'annuler l'arrêt qui n'a pas été respecté par l'État béninois, cette indépendance de la justice, on ne peut pas dire aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, que l'exécutif, n'est-ce pas, qu'il y a une séparation des pouvoirs, que l'exécutif respecte le judiciaire. Et c'est ça l'une des batailles, n'est-ce pas, que non seulement Diavon a initié, mais que, je crois, tous les acteurs du droit doivent aussi en pointer. Parce que, jusqu'ici, n'est-ce pas, notre indépendance, la justice n'est pas indépendante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui le dit. Alors, bien sûr, on pourrait dire que le double degré de juridiction, bon, cet aspect-là a été un peu corrigé à la Criette, où désormais on parle d'un double degré de juridiction. Mais tout le reste, il y a une quinzaine, n'est-ce pas, de principes, d'articles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui ont été violés. Et à peine, n'est-ce pas, celui du double degré de juridiction, seulement, ce principe seulement a été corrigé. Tous les autres principes sont toujours demeurés lettres mortes. Et en ce sens, nous pensons que le Bénin a beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas, pour que sa justice retrouve cette lettre de noblesse. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan du droit, ce dossier n'aura pas vraiment évolué, le plan technique? Pour l'instant, non. Mais je ne crois pas que... Nous sommes dans la construction de l'état de droit. C'est vrai que l'état de droit ne se décrète pas. C'est une construction au jour le jour. Et je crois que cet arrêt, n'est-ce pas, nous permettra, peut-être pas encore aujourd'hui, mais nous permettra, n'est-ce pas, de rentrer dans la construction de l'état de droit. C'est-à-dire que nous ne pourrons plus... Regardez, la Côte d'Ivoire également fait la même chose.
lorsque la Cour africaine, une Cour africaine, décide, n'est-ce pas? On s'est beaucoup battu pour que cette Cour africaine voie le jour. Et sitôt, quand elle voit le jour, elle décide et les États africains ne veulent pas suivre. Et ces États de proclamer tout le temps qu'ils sont des États de droit. Je crois que là, nous exagérons un peu, n'est-ce pas, dans cette construction de l'État de droit. Nous devons effectivement construire un État de droit, mais on ne peut pas mettre de côté les critiques, n'est-ce pas, d'une Cour aussi importante que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est en cela que je dis que beaucoup de principes, n'est-ce pas, qui ont été violés, n'est-ce pas, nous devons travailler, n'est-ce pas, pour que ces principes, n'est-ce pas, retournent, je dirais, dans l'escarcelle des droits de l'homme, pour que désormais le Bénin, qui a toujours été un pays où nous avons tout fait depuis 1990 pour construire l'état de droit, pour que cette construction ne soit pas vaine. Voilà ce que je veux. Cette affaire n'existerait pas que l'USL ne connaîtrait pas le dessin qui est le sien. Les propos sont des leaders de cette formation politique. À l'heure du bilan, oui, l'on se demande pourquoi, M. Géraldo Gomez, on invite souvent le débat politique et le dessin de l'USL dans ce débat. Au départ, on aura plus d'un purement technique. C'est vrai que c'est une question a priori technique, mais en liant les deux, c'est simplement parce que par rapport à l'existence juridique du parti USL Union Sociale Libérale, les autorités ont invoqué l'existence ou l'inexistence d'une pièce administrative concernant le président Sébastien Adjavon, en l'occurrence, un casier judiciaire qui réclamait, dont eux supposaient qu'il n'était pas vierge et qu'on a produit pourtant vierge et qui n'a pas été accepté. C'est l'une des pièces essentielles, refusée, rejetée pour ce qui concerne le président d'honneur du parti USL, Sébastien Adjavon, et qui fait que on nous fait tourner depuis pour dire que nous n'aurons pas la reconnaissance juridique officielle au prétexte de ce document qui ne serait pas conforme. Donc c'est tout à fait normal qu'on lie l'existence juridique du parti à cette même affaire, puisque le casier judiciaire qui ne serait plus vierge aujourd'hui ne le serait pas prétendument à cause de la décision rendue par la Criette. Il y a une autre décision derrière. Maître Bagoul disait tout à l'heure il y a le principe qu'une même affaire, qu'une même personne ne peut pas être jugée deux fois pour la même affaire. Avant de parler de du double degré de juridiction qui a été légèrement corrigé au niveau de la Criette, il y a ce principe qui devait être déjà appliqué concernant monsieur Sébastien Adjavon. Ça n'a pas été respecté. La justice, le 4 novembre 2016, l'a blanchi, même si c'est au bénéfice du doute. On devrait en tenir compte. Le parti est né avec toutes les pièces administratives demandées pour chaque membre fondateur. Nous avons produit, pour ce qui concerne le président d'honneur Sébastien Adjavon, les pièces qui étaient demandées et qui étaient tous recevables. C'est sur la base de ces pièces que nous avons obtenu le récépissé, un récépissé datant du mois de novembre 2018. Et c'est au moment de la mise en conformité avec la nouvelle charte qu'à nouveau, on nous dit que désormais, ces pièces ne seraient plus valables. Et pourtant, nous avons produit un casier judiciaire vierge obtenu en janvier 2019. Et nous l'avons produit, nous l'avons répondu au ministre de l'Intérieur en lui donnant ces pièces-là. Donc c'est normal qu'il y ait un lien entre le parti et cette affaire. Mais ce n'est pas le seul lien. Il faut revenir à l'essentiel. Pour coller un peu au thème qui est exposé, ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir une affaire. 18 kilos de cocaïne. Et l'honneur d'un homme bafoué, qui a été blanchi par la justice béninoise. Immédiatement à la sortie de cette décision de la justice béninoise, il a saisi lui-même la justice béninoise pour dire, à partir du moment où vous avez dit que ce n'est pas moi ni mes collaborateurs, veuillez chercher ceux qui ont commis ce crime. Une plainte contre X depuis février 2017. Et justement, quelle est l'issue de cette plainte-là? Aucune issue. Le dossier a commencé
par la bonne volonté des juges instructeurs, mais cela n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Après ce choix de chercher quand même les coupables, le ou les coupables, il y a eu la saisine dont le doyen vient de parler de la Cour africaine des droits de l'homme, qui a rendu plusieurs arrêts, aussi bien sur les droits violés, les droits de Sébastien Adjavon violés, mais plus tard, en cette année, concernant les communales, où un autre arrêt est arrivé pour continuer à rappeler le Bénin à ses devoirs. Sur le plan international également, je dois rappeler le statut reconnu aujourd'hui à Sébastien Adjavon, le statut de réfugié. C'est un statut qui a été accordé après une étude de dossier, après avoir vérifié si ce dont se prévaut Sébastien Adjavon aujourd'hui pour dire qu'il est persécuté chez lui, si c'est effectif ou pas. Et donc il y a eu des enquêtes internationales aussi. Et l'accord de ce statut vaut également reconnaissance de son innocence par rapport à tout ce qui lui était reproché ici et qui avait déjà été déclaré exact au tribunal d'instance de Cotonou le 4 novembre 2016. Donc en réalité, nous avons plusieurs décisions, aussi bien au plan national qu'au plan international, qui ne sont pas exécutées ou bafouées. Et donc pour nous, sur le plan technique, sur le plan du droit, pour nous la page est tournée. Mais si, parce que pour nous, l'honneur de Sébastien Adjavon est sauf. Il n'est pas coupable, la justice béninoise l'a dit. Quand on nous parle de la criette, on parle ceux qui veulent. Nous, les principes de droit, c'est que la même personne ne peut pas être jugée deux fois pour la même chose. À partir de cet instant, tout ce qui a pu se passer après, au niveau de la criette, on en débattra, on en a parlé à longueur d'année, mais on y reviendra si nécessaire. Mais pour nous, c'est un faux départ. Donc nous restons sur la décision de la justice de novembre 2016. Nous restons sur les décisions de la Cour africaine de droits de l'homme et nous restons sur la reconnaissance par les Nations Unies, puisqu'il est sous protection des Nations Unies aujourd'hui, après enquête, de ce que M. Sébastien Adjavon n'est pas coupable de ce dont on l'accusait aujourd'hui, ici au Bénin. À partir de cet instant, pour nous, la page judiciaire devrait être fermée par tous les acteurs. La page judiciaire doit être fermée par tous les acteurs. À propos de Gerardo Gomez, on n'oublie pas politique, mais l'homme de droit dira-t-il la même chose? Page judiciaire à fermer. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de M. Gomez. Vous savez, lorsque une juridiction supérieure, n'est-ce pas, siège, prononce son arrêt, nous sommes tous légalistes. Vous savez, cette phrase-là, nous l'entendons par-ci, par-là. Nous sommes tous légalistes. Mais pourquoi, dans cette affaire, on n'est plus légaliste? Ça veut dire, ce qui est clair, que c'est une affaire c'est une machination qui est faite toute pièce, il faut le dire. Sinon, qui parle comme ça. Sinon, évidemment, je ne vois pas en quoi on ne peut pas respecter l'arrêt de la Cour, par exemple, l'arrêt d'abord du Bénin, comme l'a dit Gomez, l'arrêt de 2016, de novembre 2016, et évidemment, après, les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qui empêche, si ce n'est pas quelque chose qui est monté de toutes pièces, qu'est-ce qui nous empêche de respecter, n'est-ce pas, ces arrêts-là? Le Tobago, oui. Il y a un maillon qu'on semble banaliser. Gerardo Gomez met une parenthèse là-dessus et il s'est expliqué, mais pour vous, l'homme de droit, j'aimerais vous demander, la criette, au-delà de tout, reste aussi au cœur de l'arsenal judiciaire. Vous savez, de ce point de vue, est-ce que ça ne compte pas? Vous savez, la criette, on l'a toujours dit, c'est une juridiction, je dirais, pirate. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une juridiction qui n'a pas sa place, n'est-ce pas, dans l'organisation judiciaire du Bénin. Mais même avec l'effort de toilettage, pour emprunter votre expression? Oui, même avec cet effort-là, puisque je pense que
c'est à minima, n'est-ce pas, ce qu'on a fait de la criette en voulant instaurer, parce qu'il y a eu trop de critiques, n'est-ce pas, et même dans tous les camps, hein, il y a trop de critiques, donc on a essayé de se dire, bon voilà, réparons au moins le double degré de juridiction, hein, l'article 14.5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, celle-là, on l'a fait, mais après le double degré de juridiction, il n'y a pas que cela. Tous les points sur lesquels la Cour africaine a siégé, même les enquêtes, la fois que Pékin a dit mais que les enquêtes n'ont pas été faites. Et comment est-ce que du jour au lendemain, 18 kilos de... Évidemment, depuis je crois 2016, mais vous pensez qu'il n'y a plus de kilos de cocaïne Vous nous en direz un peu plus sans doute, mais bon. Lorsque nous lisons la presse, n'est-ce pas, il n'y a pas de, je ne dirais pas, il n'y a pas de trimestre où il n'y a pas des conteneurs, n'est-ce pas, des trucs de drogue au Bénin. On a pris beaucoup de choses, mais... Peut-être que la criette a été créée pour cela. En tout cas, pour ce que la justice nous a dit, oui. Il y a comme un assainissement qui ne dit pas son nom aujourd'hui, tout à l'actif du Bénin. Alors, restant un peu collé au dossier, oui. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître quand même que si c'est la même structure, la même charpente, pour parler de la justice dans son ensemble qui a fonctionné, concéder que ce qui a été fait, peut-être à des niveaux donnés, tout n'a pas été bien fait, mais sur l'essentiel, on pouvait accorder les violons. Mais vous savez, cette criette-là, ce qui est bizarre, Adjava a reçu 20 ans, Kwame Koutié a reçu après 20 ans, mais on est un peu surpris que ce soit ceux qui pourraient, n'est-ce pas, venir concurrencer notre leader national, que c'est ceux-là, on le voit un peu partout. Ce n'est pas propre au Bénin, c'est vrai, c'est pas propre à la politique béninoise. On voit ça encore en Côte d'Ivoire, là tout de suite. Mais ailleurs aussi, on a vu dans l'histoire beaucoup de dirigeants faire cela. La nuit des longs couteaux en Allemagne, où Hitler, n'est-ce pas, du jour au lendemain, a sacrifié des dizaines et des dizaines, n'est-ce pas, de politiciens. C'est la même chose, c'est cette même manifestation, le fait de vouloir arrêter des concurrents. On crée une juridiction qu'on appelle criette, et puis bon, évidemment, on s'adosse au trafic de drogue. Alors, je ne sais pas, quand je prends le cas Kwame Koutié, c'est vrai, c'est pas le cas qu'on est en train de dire, mais lorsque vous voyez ce cas aussi, ouais, mais qu'est-ce qu'on reproche à Kwame Koutié en fait? Rien de sérieux, rien de concret. Et pourtant, il a pris 20 ans. Alors, donc, c'est cette indépendance de la justice, ou bien je dirais plutôt la dépendance de cette justice-là. C'est par là qu'on a créé la criette. C'est plus facile, n'est-ce pas? Mais oui. C'est là encore la même question qui revient. Oui. C'est-à-dire que hier, elle était indépendante et que subitement, elle a cessé de l'être, cette justice. Je vous dis, c'est plutôt une lutte, n'est-ce pas? Une lutte au jour le jour, pour rendre nos juridictions indépendantes, etc. Mais le fait, n'est-ce pas, de faire un recul, d'avoir un recul, c'est ça qui gêne. On se bat pour construire l'état de droit. Et la justice, n'est-ce pas, fait partie intégrante, n'est-ce pas, de ce puzzle. C'est même le centre, n'est-ce pas, de la construction de l'état de droit. Et si on commence par instrumentaliser cette justice, vous voyez que l'état de droit ne peut pas se construire dans ce sens-là. Et je pense, encore une fois, que ce que le président d'honneur de l'USL a fait, c'est louable, avoir saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour qu'elle planche, n'est-ce pas, sur le problème des 18 kilos de cocaïne pure. Et la Cour nous a dit, en tout cas, qu'elle n'a pas, c'est ce que moi je parle selon ce que la Cour a dit. La Cour a dit qu'il n'y a pas, il n'y a aucune preuve, n'est-ce pas, aucune preuve que le président Adjavon ait pu introduire 18 kilos de cocaïne dans un de ces conteneurs. C'est ce que la Cour africaine dit. Lorsque vous voulez la décision, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Et l'État béninois n'a même pas facilité le travail pour qu'on sache effectivement s'il y a ci ou ça. Alors, moi, je dis, lorsque le président Adjavon avait saisi les juridictions, il a voulu faire appel. Il a voulu faire appel de la décision. Il a fait appel. Et malheureusement,
vous savez, je l'ai dit, on a essayé à tout va de créer un article, je crois, 518 du Code de procédure pénale pour permettre au procureur général qui n'avait pas fait appel en son temps, pour lui permettre, n'est-ce pas, de relever appel. Alors qu'il n'avait pas fait, les délais a expiré, et il n'y a plus de raison. Ça veut dire que cette décision, elle est définitive. Mais pour ne pas rendre ça définitif, on a essayé, dans notre code de procédure pénale, d'ajouter un article 518, j'espère que je ne me trompe pas sur l'article 518, qui permet désormais au procureur général de relever appel, n'est-ce pas, au niveau au niveau du greffier du tribunal de première instance, ce qui n'était pas le cas. Le procureur relève appel au niveau du greffe de la cour d'appel. Le juge qui a rendu la décision, sa décision a été rendue, il n'y avait pas appel du procureur, donc les délais ont été gelés, et maintenant on sort l'article 718 qui permet désormais au procureur de relever appel, et après on va sortir la criette pour dire voilà, c'est une juridiction nouvelle, et les dossiers qui sont en instance, n'est-ce pas, pourront être envoyés à la criette. Alors qu'on sait très bien que ce n'était plus un dossier en instance, c'est un dossier dont le délai est terminé. Le procureur général ne pouvait plus la faire, n'a pas fait appel, donc on a essayé, n'est-ce pas? Alors ça, vous savez, ces gens je ne sais pas, on essaye, n'est-ce pas, de revenir sur les textes de loi, et après on se dit légaliste, parce que le procureur finalement a relevé appel, mais avec un article, n'est-ce pas, qu'on a confectionné après. Alors vous voyez, ces genres de pratiques ne sont pas des pratiques orthodoxes, ce n'est pas des pratiques qu'on devait avoir dans un État sérieux, peut-être dans les États voyous. Et vous voyez un peu le terme. Alors, donc, dans ces États-là, oui, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire dire aux tests ce qu'on veut. On peut reprendre des tests, n'est-ce pas, pour faire revenir les dossiers qui sont déjà écoulés. Alors, donc, au vu de tout cela, la Cour africaine des droits de l'homme a dit, écoutez, il n'y a aucune preuve qui montre qu'il y a eu 18 kilos de cocaïne pure dans un conteneur, n'est-ce pas, de M. Adjavon. La Cour va même plus loin. Il dit, évidemment, que l'État défendeur, l'État béninois, a violé l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme, en portant atteinte à l'honneur, à la réputation et à la dignité du président d'honneur, Sébastien Adjavon. C'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui le dit. Elle va plus loin pour dire même que l'État défendeur, le Bénin, a violé le droit du requérant, c'est-à-dire du président d'honneur de l'USL, Sébastien Adjavon, d'être jugé par une juridiction compétente, prévue à l'article 7.1 de la Charte, 7.1a de la Charte. Une juridiction compétente. Ça veut dire même que la Cour africaine des droits de l'homme nous dit que la criette n'est pas une juridiction compétente pour juger Adjavon, puisque la juridiction compétente l'a faite, et les délais d'appel, n'est-ce pas, ont expiré, en ce qui concerne le procureur général, et donc cette juridiction n'était pas compétente. La CRI n'était pas compétente pour juger Adjavon. Ça, c'est la Cour qui le dit. La Cour va encore dire que l'État béninois a violé le droit à la présomption d'innocence de M. Adjavon, consacré à l'article 7.1 de la Charte africaine des droits de l'homme, etc., etc. On ne lui a pas laissé faire valoir les éléments de preuve au sens de l'article 7.1c de la Charte africaine. Alors, donc, autant de violations, n'est-ce pas, des principes, des règles, des articles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, face à tout cela, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Et le tableau que vous présentez, qui devrait aider à plus de lucidité ou de lumière autour, et qu'il ne l'aura pas fait. Mais évidemment, c'est l'État béninois, c'est l'État requérant,
c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. C'est son travail, n'est-ce pas? Et il devait introduire, je crois, au Conseil des ministres, etc., n'est-ce pas, pour que l'État béninois, n'est-ce pas, revienne sur ce qu'il a fait, annule la décision. Et là, la Cour l'a dit de façon expresse. Alors, est-ce qu'on sait, quand on sait que l'État, c'est tout, et comme on dit parfois, rien à la fois, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu tard déjà? Je ne crois pas que ça soit tard. Ok. Alors, c'est heureux d'entendre dire ça. Donc, vu que ce n'est pas trop tard, Monsieur Géraldo Gomez, vous qui vous retrouvez face à un engrenage difficile à expliquer quand je suis l'homme de droit, est-ce que vous n'auriez pas tout à gagner en essayant de donner plutôt une autre vie à l'USL, si tant est que c'est le président d'honneur qui semble handicaper l'USL avec un dossier comme celui-là? La vie de l'USL se construit chaque jour. On ne va pas rester dans un lac de bois. Au moment où le président d'honneur fait reconnaître que ses droits ont été violés par l'État, son État, le Bénin, le parti que nous avons créé avec lui ne va pas commencer à violer ses propres droits. En lui déniant un droit, il a le droit d'être membre de notre parti et d'en être le président d'honneur au regard de tous les éléments de droit qu'on vient d'exposer. En nous séparant de lui, juste pour faire plaisir peut-être, ou pour correspondre à ce qu'on souhaite de nous, c'est accepter de violer ses droits, exactement comme l'État béninois l'a fait et que les différentes juridictions qu'on a évoquées à l'instant l'ont consacré par écrit. Votre démarche, elle est protectionniste. Nous sommes un parti libéral, socio-libéral. Nous sommes très près des libertés individuelles. Ce n'est pas à nous qu'il faut demander de commencer à marcher sur les libertés de nos propres militants. Et ce n'est pas parce qu'il est le président d'honneur que nous parlons ici. C'est pour chaque militant que c'est important. Au moment où nous constituons les dossiers des membres fondateurs, chaque fois qu'on nous a dit qu'il y avait une pièce manquante ou des erreurs sur des pièces, nous nous sommes empressés de corriger tout ce qu'il fallait corriger. Et là où il fallait défendre, nous avons défendu pour dire que c'est ce qui est acceptable. Donc c'est pour tous les militants que nous nous comportons ainsi. Donc ce n'est pas une question de chapelle pour dire sans lui rien ne peut se passer. Non, nous sommes sur les principes. Nous ne pouvons pas défendre un principe et le bafouer nous-mêmes. Voilà pour ce qui concerne, est-ce qu'il faut sacrifier Sébastien Adjavon pour que l'USL vive? La question n'est pas à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut renoncer aux droits que, en tant que parti politique, nous voulons défendre dans l'animation de la vie politique? C'est ça la vraie question. Exactement. On a vu au début de cette affaire beaucoup de solidarité et de mobilisation. L'USL n'était pas seul. 4 ans après, les contacts sont restés les mêmes avec les formations alliées, amis, sur un dossier comme celui-là? Sur un dossier comme celui-là, chaque formation aura à se prononcer. Nous n'avons pas varié. Et je pense que les formations qui, au départ, les formations politiques, il y avait d'abord beaucoup plus de personnalités politiques de façon individuelle qui s'étaient manifestées. La plupart sont dans la mouvance aujourd'hui. Je ne sais pas si elles continueraient aujourd'hui de tenir la même position qu'elles avaient au mois d'octobre et novembre 2016. Je le souhaite. Ça montrerait qu'ils ont une continuité de vue ou de position claire dans la défense des droits de l'homme en tout cas. On souhaite que ceux qui ont eu cette position en temps continuent de l'adopter. Mais la question posée tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce qu'au bout de toutes ces décisions, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas rentré dans la réalité. Oui. Dans l'organisation d'un état de droit, il y a un pouvoir qui s'appelle l'exécutif, à qui revient le droit, le devoir d'exécuter les lois, d'exécuter les décisions prises par le Parlement, les décisions de justice prises par l'autre pouvoir qui s'appelle le judiciaire. Donc il revient à l'exécutif de tout faire pour que les décisions qui sont issues de nos tribunaux et des tribunaux internationaux puissent rentrer dans la réalité de notre vie démocratique. Donc,
l'exécutif chez nous, c'est le gouvernement, avec à sa tête le chef du gouvernement, le président de la République. Donc ils ont cette charge-là de transférer dans notre droit positif ce qui a été décidé, de rendre réel ce qui a été décidé. Si ça ne l'est pas encore, la question que nous, en tant que politiques, nous nous posons, et que le professeur a esquissé rapidement tout à l'heure également, c'est de se demander si on n'a pas décidé d'utiliser le judiciaire pour faire de la politique. Alors, si on utilise le judiciaire pour faire de la politique, pour nous, dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure en disant que pour nous, la page judiciaire est fermée, nous devons conclure que chaque victoire judiciaire de Sébastien Adjavon est une défaite politique pour ceux qui en sont à l'origine. Parce qu'on ne va pas céder à cette rengaine qui revient souvent, répondez à la justice de votre pays. On vient de démontrer que Sébastien Adjavon, au lieu de fuir en 2016 comme cela lui était conseillé, vivement conseillé. Que ça signifie vivement conseillé? Restons sur l'essentiel. Au lieu de fuir comme cela lui était vivement conseillé en octobre 2016, il a décidé de faire face, d'aller devant la justice de son pays et de répondre. Il a été lavé de tout soupçon. Il ne s'en est pas tenu là. Il est retourné devant la justice de son pays en disant « Ce n'est pas moi, vous l'avez dit, mais cherchez qui l'a fait. » Est-ce que c'est fuir la justice de son pays? Non. C'est le même qui a saisi la juridiction internationale pour dire « Cherchez avec moi ce qui s'est passé. » Donc ce n'est pas quelqu'un qui fuit la justice, c'est quelqu'un qui aime la justice, c'est quelqu'un qui saisit la justice pour aller le plus loin possible. Alors en garde à vue, voulez-vous dire que l'option était donnée à Sébastien Adjavon? Non, je n'ai pas dit en garde à vue, mais je sais que pendant cette folle journée du 28 octobre 2016, oui, où les conférences de presse ont démarré au niveau des douanes en parlant d'une grande société, des émissaires étaient envoyés pour lui conseiller de vite partir parce que le projet serait de l'appréhender. Ah bon? Elle a dit je n'ai rien fait, de quoi vous me parlez? Sérieusement, cela? Des émissaires, qui les envoyaient, on n'en sait rien. Mais c'est une réalité. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui fuit la justice de son pays. Toute justice équitable le trouvera face à elle et il répondra et il les saisit même. Il est à l'initiative pour saisir la justice. Même avant d'entrer en politique, pour ceux qui le connaissaient avant, l'un des reproches d'ailleurs qu'on lui faisait, c'est de trop faire appel à la justice. Parce que c'est un homme juste qui aime que les choses soient claires. C'est l'un des reproches, c'est l'un des traits de caractère de Sébastien Adjavon. De demander à la justice de trancher pour que tout le monde soit d'accord. Ce n'est pas en entrant en politique qu'il a fait. Et ce n'est pas aujourd'hui que, avec quelques miettes, certains se répandent sur les réseaux sociaux pour dire qu'il fuit la justice. C'est mal connaître l'homme en question. Alors, quel avenir pour les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Pour l'instant, l'omerta, mais dit l'homme de droit, tout est encore possible et toujours possible, mais on logne en entendant du côté de l'exécutif. Récemment, vous avez eu sans doute le bonheur de suivre le chef de l'exécutif intervenir très rapidement sur le sujet. Cela vous a un peu rassuré? Oui et non. Je suis optimiste dans le sens où la Cour africaine a dit ordonne à l'État béninois de faire ci, ça. Ordonne à l'État béninois de faire ça et ça. Alors, l'État béninois, c'est qui? L'État béninois n'a pas commencé en 2016 ou en 2018. L'État béninois est là et va toujours continuer après 2021, après 2026, après etc. L'État béninois est toujours là. Donc, la Cour a donné à l'État béninois. Elle n'a pas forcément ordonné à ceux qui sont là aujourd'hui. Bon, s'ils peuvent le faire, tant mieux. Mais s'ils ne le font pas, mais l'État béninois continuera toujours. Et ceux qui prendront la charge de l'État béninois, cette charge s'impose toujours à l'État béninois.
Ok. C'est là la note d'optimisme. D'optimisme, ah, c'est oui, ça. Mais de l'autre côté, ce que nous avons entendu la dernière fois, on a même dit que lorsque Sébastien Adjavon, les faits se sont imposés à lui, le droit ne sait pas. Voilà le droit. C'est vrai que le droit découle des faits, mais ça dépend de comment chacun voit les faits. La Cour africaine dit, voilà, vos faits là, voilà vos faits, voilà ce que moi, voilà le droit que je vous donne, je vous rends par rapport aux faits que vous m'avez donnés. On a un autre son pour dire que les faits se sont imposés, lorsque les faits se sont imposés à tant, il a ce... Bon, alors, ces faits-là, quels sont ces faits-là? C'est les mêmes faits que la Cour africaine a transformés en droit pour M. Adjavon, pour dire, voilà, l'État béninois doit faire ci, doit faire ça, et ça. Maintenant, si ceux qui sont à la tête pensent toujours qu'ils sont au-dessus, n'est-ce pas, des lois, qu'ils sont au-dessus même des juridictions, n'est-ce pas, africaines, bon, on avisera aussi. Les États béninois qui viendront aviseront, ou bien l'État béninois avisera. Mais pour l'instant, bon, on est un peu dans une impasse, dû au fait que cet État béninois, aujourd'hui, n'est-ce pas, ne veut pas suivre les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais ces recommandations sont là, elles sont pérennes. Elles ne sont pas là pour... Bon, c'est vrai qu'on a donné un délai de 6 mois, c'est passé depuis, on ne l'a pas fait. Donc, le délai est toujours là, l'État béninois est toujours là, le jour viendra où l'État béninois sera obligé de donner raison, n'est-ce pas, à cette... Voyez-vous cette affaire, oui. Retourner la page du quinquennat avec le quinquennat ou rester comme une affaire qui se prolonge dans le temps? Le quinquennat est terminé. Nous sommes à quelques mois de ce quinquennat. Et si la volonté, n'est-ce pas, si l'État béninois actuel est volontaire, il pourra justement suivre ces injonctions-là. Mais si, comme nous le voyons jusque-là, qu'il n'y a pas une bonne volonté de suivre, n'est-ce pas, les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme, bon, nous espérons que d'autres États viendront et rectifieront, n'est-ce pas, rendront justice, n'est-ce pas, à M. Sébastien Adjavon. Et le quinquennat qui s'achève, oui, j'imagine, avec beaucoup de douleur pour vous, parce que vous l'avez entamé dans un esprit donné, mais 6 mois après, ça a été cette affaire-là. 6 mois avant 2021, vous vivez un peu cet instant, un peu dans la douleur. Est-ce que pourtant l'USL a un petit bout de temps pour penser 2021 sans penser 18 kg de cocaïne? Oui, l'USL pense politique. L'USL anime la vie politique à son niveau et au plan national et pense à 2021, pardon, pourquoi 2005 2021 en mieux pour ce qui concerne le Bénin. Nous pensons, oui, parce que depuis 2016, sans parler de l'affaire de 18 kilos de cocaïne jusqu'à maintenant, le professeur parlait d'impasse tout à l'heure, mais nous avons progressé de façon constante dans l'impasse jusqu'à devenir un pays d'origine non sûre. Les échelles ne sont pas terminées. Il ne faut pas croire que parce qu'on a décidé de ne pas appliquer un arrêt de la Cour africaine, on a un État souverain et que plus rien ne se passe dans le monde. Et il y a des échelles et cela continue de peser sur le Bénin. Cela continue de peser sur l'image du Bénin. Cela continue de peser sur la capacité du Bénin à exister dans les instances internationales. Et ça va continuer puisque nous avons fait le choix de continuer dans l'impasse. Vous faites allusion à une interview dans laquelle un retour est fait sur une présumée culpabilité décidée par un individu, culpabilité du président d'honneur de l'USL. Je voudrais juste rappeler que ça fait partie d'un des éléments constitutifs du dossier au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, puisqu'il y avait déjà eu un rappel à Parakou qui bafouait l'honneur du président Adjavon, alors qu'une décision de la justice béninoise reconnaissait. Donc je reprends à mon actif ce que le professeur disait à l'instant. Il y a des décisions qui existent, on ne reviendra plus là-dessus. Aucun Béninois ne reviendra sur cette décision. Elles seront appliquées à un moment ou un autre,
qu'on le veuille ou non. Merci à vous, M. Giraldo Gomez, votre note d'optimisme. Merci également à vous, M. Balabé Bago, chers téléspectateurs. Oui, il y a 4 ans de cela, que retenir? Avec nos invités, on a essayé de faire le total. Demain, c'est un autre jour. On le souhaite plus heureux pour tous. En fausse compagnie. Je suis cette citation de Christian Bobienne. Rien, dit-il, ne s'éteint plus vite que l'incendie de l'irréel. Bonne méditation chez vous et à très bientôt. Merci. Merci.